Ok, donc pour démarrer en fait Angular, on va, on va parler donc là dans cette séance, on va essayer de parler en fait de la hiérarchie de Angular, créer un projet, créer les composants web et lier donc là les composants web entre eux. Donc on va voir donc cette hiérarchie, donc cette séance. Voilà, donc lorsque vous parlez de Angular, Angular déjà c'est un framework. D'accord? Bon, c'est un framework côté front-end. Quoique, normalement, on aura besoin d'un serveur pour l'exécuter. Donc ça, il faut mettre dans la tête qu'un langage front-end n'est pas forcément exécuté que côté client. On peut l'exécuter côté serveur. D'ailleurs, il n'y a pas que le Angular qui est exécuté en fait côté, c'est-à-dire le serveur. Donc il y a aussi par exemple le Node.js. Le Node.js qui est basé sur JavaScript, un langage évolué de JavaScript. Et d'ailleurs, normalement, on l'a installé au départ, si vous vous rappelez, pour récupérer les NPM, les Node Package Manager. D'accord? Donc ça nécessite en fait d'exécuter le code côté serveur. Ceci dit que, en fait, exécuter côté serveur, parce que l'architecture qu'on adopte en général pour une application web, l'application web, elle est hébergée dans un serveur. D'accord? Donc ça veut dire que je pourrais en fait lancer même un framework côté front-end, je pourrais le lancer côté serveur, c'est lancer l'exécution, et puis après, donc là, le résultat qui serait transmis au client à partir du serveur, ça serait côté uniquement HTML, CSS et JavaScript. Ça veut dire tout ce que nous allons à réaliser maintenant avec ce framework-là, il serait par suite encodé format donc HTML, CSS et JavaScript. D'accord? Donc là, je répète, Angular, c'est un framework front-end, quoique il serait exécuté côté serveur. Ça veut dire maintenant, c'est pas comme le JavaScript, le CSS et le HTML. C'est-à-dire là, je peux créer des fichiers même localement sur mon disque dur et je peux les ouvrir sur un navigateur et ça va marcher, donc là, sans les faire tourner sur un serveur. Puisque les navigateurs, normalement, ils comprennent interpréter le HTML, CSS et le JavaScript. C'est bon? Voilà, donc ce que je devrais souligner donc, au départ, c'est que cette technologie de Angular, qui est très très utilisée, d'accord? C'est une technologie en fait pour créer des applications web, ce qu'on appelle des applications de type SPA, Single Page Application. Single Page Application, ça veut dire grosso modo ce que vous auriez dans votre application, c'est uniquement une seule page index.html. Une seule page index.html dans laquelle vous allez voir qu'on va charger ce qu'on appelle des web components ou bien des composants web à l'intérieur. C'est bon? Donc une application SPA contient, je disais, une seule page HTML, index.html. Donc pour naviguer entre les différentes parties de cette application, donc là, JavaScript est utilisé pour envoyer ce qu'on appelle des requêtes AJAX. Ça veut dire que le mécanisme d'échange au niveau de Angular, d'accord, c'est à travers le AJAX. Et donc, on a vu donc là dans la séance précédente que AJAX, en fait, ce sont des requêtes JavaScript qui permettent d'envoyer ou bien d'échanger des informations d'une manière asynchrone. D'ailleurs, AJAX, c'est Asynchronous JavaScript and XML. C'est bon? Vers le serveur pour récupérer normalement le contenu qui est dynamique. Ça veut dire que le mécanisme d'échange entre les composants de cette page index.html, ça va contenir beaucoup de composants web, des web components. Donc là, le mécanisme d'échange, en général, c'est avec AJAX et le format JSON qu'on utilise. D'accord? Donc on va voir donc là par suite comment échanger les informations entre les web components. Donc là, lorsque vous parlez de front-end, donc là, la partie front-end, c'est la partie en fait qui est compréhensible par les navigateurs. Donc là,
on utilise en fait donc là Angular. Angular, quoique, elle est basée sur TypeScript. Donc là, on peut utiliser donc, là, des pré-processing comme le SAS et le LESS, hein, qu'on a vu donc, là, dans la première séance. Et donc là, Angular, en fait, elle va traduire le contenu format donc HTML, CSS et JavaScript. D'accord? Donc là, on peut utiliser même jQuery à l'intérieur. On va l'utiliser donc d'ailleurs. Donc ça, c'est la partie front-end. Après, donc là, si vous voulez lier votre application à une base de données, donc tout ce que nous allons à faire donc là, dans les 3 séances qui restent, ça va concerner uniquement la partie front-end. Ça veut dire qu'on ne va pas se lier à la base de données. Donc là, si vous voulez lier à la base de données et créer une couche applicative, d'accord, donc là, on devrait faire recours à, c'est-à-dire là, à notre framework back-end. D'accord, donc là, on peut lier en fait Angular. D'accord, on peut normalement le lier à plusieurs en fait frameworks back-end. D'accord, on peut le lier par exemple à Symfony. Donc là, on peut le lier par exemple à Zend. On peut le lier par exemple à G2E, une application G2E. D'accord, donc il y a plusieurs en fait, bon, je disais en fait frameworks côté back-end. D'accord, c'est-à-dire côté métier. Donc là, normalement, le traitement d'informations. Et bien sûr, donc là, même la persistance de l'information au niveau des bases de données. D'accord, donc là, pour persister une information que vous avez ici au niveau front-end sur une base de données, donc là, ça nécessite normalement lier votre application Angular avec un autre framework back-end. C'est bon? Donc nous, on va s'intéresser, donc là, dans les 3 séances qui restent, on va s'intéresser à un framework, donc là, Angular, qui est côté front-end. Et bien sûr, l'échange, comme je disais tout à l'heure, l'échange entre framework, donc là, Angular, hein, front-end, et donc là, la partie back-end, ça serait donc là, en général, avec Ajax et le format JSON qu'on utilise pour échanger de l'information. Voilà, donc l'évolution de Angular, en fait, lorsque vous parlez de Angular, en fait, au départ, il y avait donc AngularJS, JavaScript. Angular, JavaScript, normalement, c'est fait pour évoluer JavaScript, parce que JavaScript, l'évolution de JavaScript, donc là, il y a des standards, ECMA, donc jusqu'à ECMA 5, ECMA 6 maintenant. Après, donc là, il s'est avéré que JavaScript, en fait, c'est un peu restreint. Bah, c'est vrai, donc là, maintenant, donc avec ECMA 6, on arrive à implémenter donc là, un langage structuré, donc avec des bases de données, avec plutôt des classes, avec des types, etc. Mais ça reste normalement toujours, donc là, on pensait à réaliser donc un framework, d'accord, réaliser un framework côté, c'est-à-dire là pour traiter en fait JavaScript. Donc il y avait donc la Node.js, d'accord. Node.js c'est un framework en fait pour exécuter JavaScript mais côté serveur. Bon, aussi bien donc là pour AngularJS, d'accord. Bon, AngularJS, il y avait en fait la première version, c'était 1.0, donc il y avait normalement une évolution dans 1.0 jusqu'à 1.7. Et donc là, ici, le mécanisme, c'était basé en fait sur, c'est-à-dire là, le modèle MVC. Je ne sais pas si c'est-à-dire là, vous avez une idée sur le design pattern MVC. Normalement, elle est basée sur 3 composants, le modèle, la vue et le contrôleur. D'accord? Donc, il y avait donc là des contrôleurs qui vont diriger en fait la requête, hein, vers en fait les vues et les modèles. Bon, après, donc là, normalement, après la version 1.7, il y a la version 2. La version 2, normalement, la nomenclature maintenant, c'est Angular tout court, sans JS. Donc, AngularJS, c'est l'ancienne version. On ne parle même plus maintenant, donc AngularJS. D'accord, maintenant, on parle uniquement de Angular. Et donc là, à partir de la version 2, il y avait en fait une réécriture totale du code. Ça veut dire, pratiquement, donc là, AngularJS et Angular, ça n'a rien à voir. D'accord? Donc là, ça n'a rien à voir. Donc ici, donc là, on se basait sur le design pattern MVC. D'accord? Ici, donc là, on commençait à parler de Web Components.
au lieu de en fait MVC. Le Web Component, donc là, le Web Component normalement, elle est introduite même maintenant côté HTML. Donc entre la version 4 et la version 5. Maintenant, on parle des components. Donc là, si vous parlez de la structure de votre page HTML maintenant, c'est pas comme jadis. Hein. Donc c'est pas comme jadis. Donc là, par exemple, la version HTML 4. Normalement, pour faire donc c'est-à-dire là, un en-tête, donc là on fait une division ici. Donc pour faire un menu, on fait une division pour menu. D'accord? Pour faire en fait le contenu, donc là on fait donc là une division à l'intérieur de d'autres divisions ici. Le footer ici on fait des divisions. D'accord? Donc là, ça c'est la version donc là HTML4, mais donc là à partir de la version 5 maintenant on parle des composants web. Donc HTML5. Donc maintenant on parle d'un composant web qui s'appelle header. On parle d'un composant web ici qui s'appelle nav. On parle d'un composant ici web qui s'appelle section. Vous avez ici donc là article. On parle d'un autre composant web qui s'appelle footer. Donc ça ce sont des donc tout ça ce sont des web components. Donc là des web components, des composants web. C'est-à-dire là on structure notre page à partir de ce qu'on appelle des composants web. Et donc là, Angular maintenant, il se base sur ça. Angular, à partir de la version 2.0, d'accord, on ne parle plus ici donc là de MVC comme design pattern. D'accord. Donc on parle des composants web components. D'accord, avec Angular, donc à partir de la version 2.0, on parle que de web components. Et donc là, il y avait donc là après 2.0, il y avait donc là 4.0, donc là ils ont sauté donc 3.0. Donc c'était un fiasco de telle sorte que normalement ça n'a pas abouti la version 3.0. Donc il y a la version 2.0, donc là après vous avez la version 4.0. Actuellement on est dans la version 13.1. D'accord, pour Angular. Donc ça évolue. Bon, après, donc là, c'est pratiquement après, donc chaque 6 mois, donc on peut enseigner maintenant. Donc l'année prochaine, j'avais enseigné donc là Angular, la version 11.0. Maintenant, on est dans la version 13.1. D'accord, donc là, ça évolue chaque année. Donc il y avait des mises à jour. Ici, donc là, à partir de 1.7 vers 2, il n'y avait pas une mise à jour. Donc normalement, c'est une réécriture totale du code en fait pour le Angular. Donc là, on va essayer de voir en fait les services, d'accord, le HTTP, les requêtes HTTP. Donc là, le routage, le système de routage, les animations, la prise en charge des tests unitaires. Donc c'est end-to-end, d'accord. Donc ça, c'est pour les tests unitaires de chaque component. Et les bibliothèques en fait des composants. Donc là, ça c'est en fait ce que normalement ça existe dans maintenant Angular. Donc bon, on a parlé de TypeScript dans 2 séances. Donc TypeScript, normalement la nouveauté c'est qu'il y avait en fait maintenant des types. Donc là, il y avait un ajout de type statique dans la version ECMA 6. Et donc là, le TypeScript normalement c'est basé sur ECMA 6. Donc là, le compilateur, donc là, elle génère donc un JavaScript ECMA 5 parce que cette version, je disais donc là, la dernière fois, c'est la version qui est compréhensible par les navigateurs. D'accord. Donc là, malheureusement, en fait, les classes, c'est-à-dire là, un système modulaire, les types, etc., n'est pas reconnu par les navigateurs. Donc là, il fallait en fait transpiler, si vous vous rappelez. Donc là, vous avez un fichier TypeScript, on le transpile vers un fichier JavaScript. Donc c'est un langage maintenant orienté objet, il y a la notion de classe en TypeScript. De plus, ça on ne l'a pas vu parce que on va essayer de le voir dans Angular. D'accord, les annotations. Je ne sais pas si vous avez une idée sur les annotations. D'ailleurs, on l'utilise maintenant dans le langage évolue. Bon, si vous avez travaillé avec en fait Java
que ce soit Standard Edition ou bien Enterprise Edition. Donc, si vous avez travaillé, donc là, vous avez des frameworks comme Hibernate. Hibernate, en fait, on génère en fait des bases de données à partir des objets JavaScript. D'accord. Donc là, en utilisant donc des annotations, même par exemple la couche, même le framework EGB, dans J2E, je ne sais pas si vous avez en fait J2E avant. En fait, on utilise des annotations maintenant dont les langages évoluent pour, c'est-à-dire là, les annotations, ça permet en fait, lorsque je vais annoter, c'est-à-dire là, un attribut, ça veut dire je vais normalement lui donner en fait, c'est-à-dire là, une nouvelle fonctionnalité, tout en rajoutant des paramètres normalement à cet attribut ou bien à une fonction. Donc on va essayer de voir les annotations. Donc maintenant, je disais tout à l'heure, donc on est maintenant dans la version 13.1.2. D'accord. Donc là, avant, on parlait de système JS. Maintenant, on parle de Angular CLI. CLI, c'est pour Command Line Interface. Ça veut dire que maintenant, le projet que nous allons créer, ça c'est la version la plus récente. Lorsque nous allons créer des projets Angular, on va utiliser en fait la console, Command Line Interface. Donc on va donner en fait des commandes. Bon, on était familier donc avec les commandes des 3 premières séances pour créer en fait pas mal de choses. D'accord. Même pour transpiler, pour faire le watch, pour le SAS. Hein. Donc là, on a utilisé en fait les commandes, les lignes de commande. Voilà, donc bon, ça c'est en fait, je disais en fait, ça c'est en fait le site officiel de Angular. On peut se référer, en fait, il y a pas mal d'exemples il y a des tutoriels, en fait, il y a des fonctionnalités, on peut se référer, on peut le faire comme référence pour, en fait, chercher des choses rapidement. D'accord. Bon, ce qui est fabuleux, c'est que, en fait, Angular, maintenant, elle est très réputée. Ça veut dire, même, là, si vous cherchez des tutos, si vous cherchez, en fait, des guides, il y a Agogo en fait sur internet, d'accord. Vous allez trouver énormément d'applications, énormément de tutos qui parlent en fait de Angular. Il n'y a pas de souci parce que il faut savoir maintenant, vous allez se diriger vers des entreprises. Il faut que vous ayez des choses de métier. Des choses de métier, ça veut dire il faut que vous ayez en fait des frameworks qui sont les plus récentes et qui sont les plus sollicités dans les entreprises. Comme quoi, ça va créer en fait un point fort. Donc là, lorsque vous allez mentionner dans votre CV que vous maîtrisez Angular, que vous maîtrisez J2E, que vous maîtrisez Zend, que vous maîtrisez Laravel, donc ça, ce sont des atouts qui sont absolument indispensables. Ce n'est pas quelque chose de facultatif. Maintenant, on ne parle pas des langages qui sont basiques. Hein? Je ne parle pas des langages basiques, je ne parle pas de C, je ne parle pas de C++, je ne parle pas donc là des choses qui sont fondamentales certes, mais donc là côté maintenant métier je parle, donc il faut maîtriser, il faut appréhender tout ce que normalement ça va vous permettre de rendre votre dossier qui est fort, d'accord, côté entreprise. Ça veut dire, on va commencer le cours, on va essayer de faire donc là 3 séances sur Angular maintenant qui reste. Il y aura en fait un mini-projet, donc là, l'examen, ça serait en fait sous forme d'un mini-projet que je vais vous donner. Et ça serait une occasion, donc là, on va commencer le mini-projet, donc ici, donc la dernière séance, on va la consacrer pour commencer le mini-projet. Après, donc là, je vais normalement, chacun va essayer de compléter, d'accord, le mini-projet pour appréhender ce framework. Parce que c'est absolument indispensable. D'accord ? Alors, maintenant, donc là, pour commencer l'installation, donc déjà, on devrait disposer de... Bon, les NPM, ça c'est... Bon, là, je disais normalement, un développeur d'application web, pour moi, c'est indispensable d'avoir, donc là, normalement, le Node.js qui est installé sur sa machine. Ça, c'est une chose, normalement, c'est indispensable. D'accord? Donc là, vous achetez un nouveau ordinateur. La première des choses normalement qu'il faut réfléchir à installer, si vous êtes un développeur d'applications web, et ce sont les applications les plus demandées, d'accord,
il faut commencer à installer en fait le Node.js qui vous permettrait par suite normalement d'installer des packages à travers le npm. Bon, après, donc là, je disais, il faut installer en fait le Angular CLI. Le Angular CLI, donc là, on va utiliser cette commande-là, npm install -g pour l'installer d'une manière globale. On va l'installer une fois pour toutes. D'accord? Et après, donc là, on peut générer en fait des projets Angular. Donc, on va le faire donc là en parallèle. On va essayer de le faire en parallèle. Voilà. Au départ, donc là, s'il vous plaît, donc au départ, donc là, soit que vous lancez donc là l'invite de commande ici, ou bien vous pouvez aller vers afficher terminal. Donc ici, vous avez un terminal. Donc là, vous lancez s'il vous plaît la commande npm install -g. Donc arrobasque, c'est Angular CLI. Donc c'est Angular CLI. Donc vous tapez, entrée, et donc vous lancez l'installation. Voilà, donc ça c'est la commande. Ça c'est la commande. Donc là, je vais l'agrandir ici pour mieux la voir. Voilà, npm install -g arrobasque angular /CLI. Donc là, une fois vous installez Angular, une fois vous installez ça, Angular CLI, donc dorénavant, maintenant, vous disposez d'une commande qui s'appelle ng. Vous disposez d'une commande qui s'appelle ng. ng, c'est pourquoi? Pour Angular. Voilà. Donc ng, c'est pour Angular. Donc dès que vous installez le package Angular CLI, vous avez la commande ng. C'est bon, tout le monde l'avait installé? Bon, le choix de, en fait, le CSS quand vous voulez. Vous pouvez choisir CSS tout court. Si vous voulez travailler uniquement avec CSS, vous pouvez choisir donc là un pré-processing pour développer votre CSS. Mais donc là, sachez s'il vous plaît, si vous travaillez avec SAS ou bien less, on ne va pas utiliser la commande watch comme la dernière fois. Parce que normalement, l'exécution, ça va se faire au niveau du serveur. Vous allez normalement vous allez recevoir uniquement le CSS. Donc c'est déjà en fait, ça va se compiler au niveau du serveur.
Hein? Donc, vous ouvrez votre projet. Donc, fichier, ouvrir le dossier. Lorsque l'installation termine, réouvrir le dossier normalement que vous avez créé, le projet que vous avez créé. NG New Project. Vous faites NG. Lorsque je suis en terminal, je ne vais pas sur le dossier là où je vais créer le projet. Sur le chemin, je vais essayer NG. Je vais NG New Projet. Point code. Oui. Point code, ça, dès qu'il finit de télécharger. Ah, il le lance. D'accord. Bon, c'est bien. D'accord. Vous êtes connecté? C'est sûr? Comment déconnecter? Vous avez des erreurs? NPM c'est déjà installé, c'est sûr? NPM pour voir la version. Pour voir si c'est installé. C'est pas ma version NPM. Donc vous avez même une version plus. Le 6K. Ça c'est normalement, ça c'est un problème de connexion ici. Il y a sinon NPMJ. Donc là, c'est d'envoyer cette requête normalement. Donc là, ça n'a pas abouti. C'est pour ça que je demande est-ce que la connexion est. Là, essayez de rentrer directement sur ce site-là. Oui, donc contrôle. Tu cliques. Le site est inaccessible. Apparemment, vous avez un problème de connexion. C'est bon? On peut avancer? Monsieur, si on traite ce projet maintenant, on lance le projet avec ce nom-là. Il faut le réouvrir avec le nom que vous avez créé. Donc vous allez trouver normalement ces fichiers-là et ces répertoires-là, ces structures. Bon, maintenant on peut lancer notre démo. Bon, vous avez un démo déjà, donc là avec Angular vous avez un démo. Donc là on peut utiliser ng, s'il vous plaît, ng serve. ng serve c'est pour lancer le serveur. ng serve c'est pour lancer le serveur. Donc là on peut lancer le serveur avec le port par défaut, c'est 4200. C'est bon? Le serveur par défaut de Angular c'est 4200. Mais sinon, on peut changer le port si ça va créer un conflit avec d'autres serveurs. Donc là, je peux dire par exemple moins port. D'accord? Je peux par exemple le lancer sur 4000 par exemple. Je peux lancer le serveur sur un autre port si ça crée donc là un conflit avec un autre serveur. Donc ngserve, elle va essayer de lancer. Et ngserve ne serait exécuté qu'à l'intérieur d'un projet Angular. Donc il faut que vous soyez, assurez-vous que vous êtes à l'intérieur du projet Angular pour lancer ngserve. Voilà, donc là, une fois lancé, vous voyez, vous êtes sur localhost 4000. Localhost 4000, donc là, vous pouvez cliquer ici. Donc là, vous allez a priori lancer votre projet Angular.
Voilà, donc ça c'est normalement, si vous êtes là, c'est bien. Si vous êtes là, ça c'est votre première page Angular. Ça c'est un démo. Bien sûr, on va l'écraser par suite. Donc, mais normalement, ça donne une bonne signe que normalement votre projet il est en train de tourner. C'est bien, je suis là. Donc, si vous êtes sur cette page-là, c'est parfait. Donc là, vous avez lancé votre première application Angular. Pour lancer le ngServe, je répète, il faut que vous soyez à l'intérieur de votre projet Angular. Sinon, il va refuser de lancer le serveur. Le serveur, il se lance dans le background. C'est bon? Donc quand même, on devrait avancer s'il vous plaît. On devrait avancer s'il vous plaît. S'il vous plaît, votre attention, donc laissez en fait les choses normalement s'installent, donc essayez de suivre avec moi. Bon, la première des choses normalement pour maîtriser n'importe quel framework,
Mais bien sûr, donc là, vous allez par suite, normalement, pour évoluer, il y a les frameworks. Normalement, chaque année, vous avez des nouveaux frameworks. Donc là, si nous sommes en train maintenant de voir la version 13.1, donc là, l'année prochaine, ça serait 17.2. D'accord? Donc là, il faut avoir le mécanisme, comment vous allez évoluer. Pour évoluer rapidement, donc la première des choses pour maîtriser n'importe quel framework, c'est tout d'abord de comprendre la hiérarchie de la structure de votre projet. Comment votre projet est structuré. Donc si vous connaissez comment votre projet est structuré, par suite, vous allez rapidement évoluer dans le framework. Mais si les notions sont placées dans votre cerveau d'une manière en fait non hiérarchique, donc ça va créer énormément de problèmes lors de votre évolution. Bon, la première des choses, donc là, lorsque vous avez créé votre projet, New NG Project, vous avez en fait cette structure-là. Bon, ici vous avez Node Modules, vous avez Source, vous avez ici une panoplie de fichiers, d'accord, de configuration. Donc on va essayer de décrire ce que vous avez ici. Par suite, lorsque vous auriez un bug, donc rapidement vous allez normalement se référer pour le trouver. Donc ici, Node Modules. Donc ici, Node Modules. Donc on va commencer par le Node Modules. En fait, ce sont des bibliothèques externes que votre projet va utiliser par suite. Donc les bibliothèques externes, comme par exemple Bootstrap, comme jQuery, comme Angular Core, donc pour créer par exemple votre projet Angular. D'accord? Donc il y a un certain nombre, d'accord? Un certain nombre de bibliothèques qui seront installées lorsque vous créez votre projet. Et bien sûr, donc là, les bibliothèques ne sont pas tous installées sur votre projet. Après, nous-mêmes, on peut installer des bibliothèques que nous aurions besoin par suite. D'accord? Chaque bibliothèque que vous allez installer avec le npm install, chaque bibliothèque, d'accord, il serait enregistré au niveau de Node Modules. Et bien sûr, les dépendances seront installées dans package.json. D'accord? Les dépendances seront installées dans package.json. Donc, on va voir, on va installer nos propres bibliothèques par suite. Donc, il y a des bibliothèques qui sont déjà installées lorsque vous générez votre projet. Il y a d'autres bibliothèques que vous allez vous-même normalement les installer. Après, vous avez le source ici. Bon, le source, vous êtes familier avec normalement cette structure-là. Donc, votre code source. C'est là en fait que vous avez le code source de votre application. Les composants web, les services qu'on va déclarer, les classes qu'on va déclarer, tout ce que nous allons déclarer par suite, on va le stocker dans ce répertoire-là, source. Donc là, les bibliothèques sont installées au niveau de Node Modules. Le code source, elle est écrit au niveau de le répertoire source. Et bien sûr, ici, vous avez donc là un certain nombre de fichiers de configuration. Donc, le plus important, entre ces fichiers-là, vous avez des icônes, etc. Le plus important pour moi, c'est angular.json et le package.json. D'accord? Donc là, le angular.json, c'est un fichier de configuration de votre application JSON, de votre application Angular. C'est un fichier de configuration. C'est-à-dire, lorsque vous voulez configurer, ajouter un lien, ajouter quelque chose de global à votre projet, on va essayer d'utiliser le Angular. Donc tout à l'heure, on va installer Bootstrap. On va installer Bootstrap. Bootstrap, normalement, ça serait installé au niveau de Node Modules. Mais la dépendance, on va la faire avec Angular. Ça veut dire, au niveau de Angular.json, on va, normalement, dans les styles, on va dire que vous allez normalement utiliser la style de Bootstrap ici. D'accord? Et bien sûr, donc là, je disais package.json. Package.json. Vous allez voir par suite, on va essayer de le voir. Package.json, en fait, ça permet de gérer toutes les dépendances de votre projet avec les bibliothèques externes.
C'est-à-dire, lorsque vous déclarez ici une bibliothèque externe, Bootstrap, vous allez installer Bootstrap, il faut normalement le mentionner dans le package.json. D'accord? D'ailleurs, ça se fait automatiquement lorsque vous faites npm install Bootstrap, par exemple. Donc là, elle va rajouter ici c'est-à-dire la bibliothèque au niveau de notre modules. Et automatiquement, elle va rajouter la dépendance dans le package.json. Bon, si vous comprenez cette structure bien, vous allez donc là rapidement évoluer. Donc maintenant, on va se focaliser sur source qui nous intéresse. Donc là, source, lorsque vous développez source, qu'est-ce que vous avez? Bon, rappelez-vous, donc qu'est-ce qu'on a décrit tout à l'heure? À partir de la version 2.0 de Angular, Angular, elle est basée sur les Web Components. Web Components, donc s'il vous plaît, donc là, je vais vous expliquer quelque chose. Bon, le Web Component, c'est quoi le Web Component? S'il vous plaît, donc votre attention. La première séance, c'est très très intéressante dans la mesure où si vous ratez quelques notions, donc là vous aurez donc des problèmes à suivre par suite. Parce que à partir de la semaine prochaine, donc là on va rentrer dans le vif du sujet, on va rentrer en détail dans la profondeur des choses. Et ça serait donc un peu compliqué si vous ne comprenez pas donc là les choses basiques au départ. Donc un Web Component, c'est quoi? C'est quoi un Web Component? En fait, un Web Component pour Angular, c'est deux choses. Un Web Component, en fait, c'est deux choses. Vous avez un fichier, donc là, par exemple, je disais HTML, CSS, ça c'est la vue. D'accord? Et vous avez le modèle qui est .ts. TS c'est TypeScript. Chaque composant que vous rajoutez, chaque web component que vous rajoutez en fait un HTML, un CSS et un TypeScript. HTML, CSS, ça c'est pour la vue. Et le modèle, c'est le .ts. D'accord? Le modèle, ça sert à quoi? Le modèle, ça sert pour enregistrer les informations que vous allez normalement passer vers la tâche HTML. D'accord? Automatiquement, lorsque vous créez votre structure Angular au départ, vous avez index.html et vous avez style.css, ça c'est la vue. D'accord? Et vous avez main.ts. Au départ, le premier composant, ce qu'on appelle le app component qui est créé au départ, vous avez index.html, vous avez style.css ou bien SCSS, et vous avez ici main.ts. Mais ce que je disais tout à l'heure, donc ça c'est le premier component. Après, vous allez créer autant de components que vous voulez dans votre projet. À chaque component que vous allez créer, vous créez automatiquement avec un fichier HTML, un fichier CSS et un fichier TypeScript. D'accord? Ça, c'est la vue et ça, c'est le modèle. Et on va voir qu'il y a un échange entre le HTML, CSS, la vue, et le modèle. Donc, pour nous, donc regardez, dans le index.html, qu'est-ce que vous avez? Bon, regardez ici, il y a un fichier HTML qui est basique, très basique. S'il vous plaît. Un fichier HTML qui est très très basique. Donc, vous voyez, donc là, ici le prologue, donc type HTML. Vous avez votre structure HTML, vous avez le head et vous avez body. Ce qui est spécial ici, c'est quoi? Le app root. D'accord? Donc ça, c'est un sélecteur de components. Ça, c'est un sélecteur de components. Le app root,
Donc le index, qu'est-ce qu'il va faire? Donc le index, c'est uniquement pour démarrer. Donc en général, ça, on ne le touche pas. Le index, on ne le touche pas en général. D'accord? Ça, c'est uniquement pour démarrer le premier component. Où se trouve le premier component? C'est le app. Ça, c'est le premier component. D'accord? Et donc là, elle va faire appel à AppRoot qui se trouve dans App, on va le voir. Est-ce que c'est bon? Et bien sûr, donc là, le HTML, ça c'est, normalement, ça sert à quoi? Ça sert à visualiser. Mais qui va lancer les choses, c'est le main.ts. Donc qui va lancer en fait l'appel de sélecteur AppRoot. Donc ça se trouve ici. Qui va le lancer, c'est le main.ts. Donc là, le main.ts, qu'est-ce que vous avez? Ça c'est quoi? Import, on l'a vu dans la dernière séance. Donc import, c'est pour normalement pour gérer les modules, hein, pour importer les modules. Donc là, on va importer donc là les choses. Mais donc là, ce qui est important dans ce fichier main.ts, c'est ça. C'est plateforme, browser dynamique, point, bootstrap module. Le bootstrap, ça n'a rien à voir avec le framework bootstrap. C'est pour lancer bootstrap, c'est pour lancer le module. Quel module elle va lancer? C'est le app module. Où se trouve le app module qui serait lancé? Le app module, elle va se trouver au niveau de... Donc là, on a développé ici le app. Regardez le app. Où se trouve le app module? C'est ça. Donc elle va lancer le app module. Et donc là, le app module, qu'est-ce que vous avez? Vous avez les imports. Ça, c'est le arrobas ici, c'est pour dire quoi? Ça, ce sont les annotations qu'on a parlé tout à l'heure. D'accord? Annotation pour dire que cette classe-là, c'est un module. Au moins, votre projet, il doit disposer d'un seul module. Au moins. Mais on peut faire plusieurs modules. D'accord? Au départ, vous avez un seul module. Comment s'appelle le module? Donc, c'est app module. D'accord? Donc, vous avez un G module. Donc, dans le ng module, qu'est-ce que vous avez dans cette annotation? Vous avez les déclarations. Et donc là, les déclarations ici, ce sont les composants que vous avez, les components. Donc, a priori, au départ, on a un seul composant. C'est quoi le composant qu'on a? C'est app. Le app component, au départ. D'accord? Donc ici, vous avez les imports. On va importer ici. Donc, au départ, vous avez browser module. Et vous avez app routine module. Et après, donc là, on peut importer. Donc là, on peut faire form module pour gérer les formulaires, ainsi de suite. D'accord? Donc ça, on va le voir. Donc ça, c'est les modules normalement que nous allons gérer. Et vous aurez donc là un répertoire, c'est-à-dire un tableau pour les providers. Et le bootstrap. Bon, ce bootstrap-là, c'est le app component. Elle va appeler le app component. Où se trouve le app component? C'est ça. Donc, vous voyez donc là comment elle est structurée, votre projet. Donc le app component, ça c'est, normalement pour ce component, c'est le TS de ce component app. C'est le TS. C'est-à-dire là le modèle normalement de ce component. Donc le app component, qu'est-ce que vous avez dans le app component? Vous avez le sélecteur. Qu'est-ce que vous avez dans ce sélecteur-là? Donc là, on va le décorer avec la notation arrobasque component pour dire que cette classe-là, c'est un component. D'accord? Bon, d'ailleurs, on va créer nous-mêmes tout à l'heure des components. D'accord? Lorsque vous créez un component, automatiquement, vous avez cette décoration-là. Et automatiquement, vous avez les dépendances. Ça va gérer automatiquement les dépendances. Ça veut dire qu'elle va l'ajouter directement dans le app modules. Alors, le app root, ça vous fait quelque chose, rappel? Ça vous rappelle de quelque chose, le app root? C'est la balise, c'est le sélecteur. Ça, c'est un sélecteur. Donc ça, c'est le component. Donc il est déclaré dans appcomponent.ts. C'est ce sélecteur-là qu'on l'a appelé tout à l'heure dans index.html. D'accord? Donc là, ça c'est le sélecteur. Donc là, vous avez le template, le HTML qu'on va gérer, c'est ce HTML-là.
Et le CSS, c'est ce CSS-là, le style qu'on va gérer. Il faut savoir qu'il y a un style qui est global de l'application. Elle est déclarée ici dans le CSS. D'accord? C'est juste à côté de index.html, vous avez ici le CSS. Et pour chaque component, on peut déclarer des styles qui sont liés spécialement à ce component. D'accord? C'est localement déclaré au niveau de ce component. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce fichier de style ici, elle va impacter directement, uniquement sur normalement le HTML de ce component-là. C'est bon? Voilà, donc là, c'est ça, en fait, le titre ici, projet 1, donc ce que vous aviez tout à l'heure. Et donc là, si vous remontez sur le CSS après, voilà, donc ça, c'est ça le approach qu'on a vu tout à l'heure. Et bien pour le approach, s'il vous plaît, il y a 3 manières pour faire le sélecteur. Il y a 3 manières pour déclarer un sélecteur. Donc soit que vous faites comme ça, donc la approach, et au niveau de index, qu'est-ce qu'on a fait tout à l'heure? C'est approach slash anti-slash approach. C'est comme ça qu'on a appelé en fait le sélecteur. Sinon, on peut faire ici point approach. Bon, si vous faisiez ici point approach, ça veut dire qu'est-ce que vous allez faire? Div classe est égal à approach au niveau de index.html. Si vous ajoutez ici le point, ça devient une classe. D'accord? Si vous faites ici des crochets au niveau du sélecteur, ça serait une directive ici au niveau de la division. Donc vous faites div approach. Bon, ça ce sont en fait 3 manières pour les sélecteurs qui existent en fait. Les 3 manières qui existent au niveau de sélecteur. Bon, après, donc là, vous auriez ça. Et ça existe où? Donc là, je récapitule s'il vous plaît pour comprendre, parce que c'est intéressant de comprendre ça. Si vous le compreniez, c'est très bien. Donc si vous le compreniez, ça veut dire vous avez fait un grand pas pour apprendre le Angular. D'accord? Bon, regardez, donc là, je vais diminuer ça. Je reviens sur mon projet Angular. Bon, s'il vous plaît, donc, tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a dit? Donc là, je vais essayer d'agrandir ça pour voir. Donc, qu'est-ce qu'on a dit donc, dans notre projet? Donc ici, le node modules, s'il vous plaît. Le node modules, donc essayez juste de suivre. Vous tapez rien, s'il vous plaît. Vous écrivez rien. Il faut comprendre la structure. Si vous ne comprenez pas la structure, croyez-moi, vous n'allez jamais donc, la maîtriser Angular. D'accord? Donc ici, vous avez les nodes modules. Donc là, on s'intéressait tout à l'heure à source. Regardez pour source. Avec quoi on commence le source? C'est le index. Donc là, le index, qu'est-ce qu'il fait appel à quoi? Elle fait appel à approach. D'accord? Elle fait appel à approach. D'où vient le approach? Donc là, le index, automatiquement, qu'est-ce qu'elle fait appel à main.ts? Elle va charger le main.ts. On a dit tout à l'heure, chaque composant, vous avez le HTML, le CSS et le TypeScript. Le TypeScript, normalement, c'est le modèle. Et c'est lui qui exécute. Donc, au départ, qu'est-ce qu'elle va exécuter? Le main.ts. Qu'est-ce qu'elle va charger? C'est app module. Bon, vous avez plateforme, browser, dynamique, bootstrap module. Donc, il va charger. Donc là, je dis ici tout à l'heure, au départ, vous avez un seul module. Mais le Angular gère en fait des applications modulaires. Ça veut dire qu'on peut créer une application avec plusieurs modules. Donc, le app module, ça se trouve où? Donc là, vous allez aller vers app. Et donc là, dans le app, vous avez le app module. D'accord? Ça, c'est le premier component que vous avez à l'intérieur de index. Donc là, le app module, qu'est-ce qu'il va faire?
Donc là, elle déclare ici les composants qu'elle a. On a uniquement un seul composant pour l'instant. C'est le app_component.html. Le app_component, c'est ça. Donc là, ici, vous avez les imports. Donc là, les modules, on va en parler par suite. Et donc là, ce qui est donc là pour nous maintenant, ce qui est intéressant, c'est le Bootstrap. Le Bootstrap, donc toujours, il ne faut pas lier Bootstrap avec le framework. Bootstrap, c'est pour lancer. Bootstrap, c'est lancement. D'accord? Lancement rapide. Donc, qu'est-ce qu'elle va lancer? Elle va lancer le app component. Le app component, c'est ça. Ça, c'est le app component. Et là, qu'est-ce qu'elle a? Elle a le app component HTML, le app component CSS et le app component TS. C'est ça le composant. Et donc là, le app component TS, donc le sélecteur de ce component, c'est approot. Ça veut dire, au niveau du index, si vous mentionnez approot, elle appelle à ce app component. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'il a dans le HTML? Vous avez ça. Donc, ce que vous voyez là, c'est absolument ce que vous avez là. Vous voyez? Ça, c'est le app component. Ça, c'est le app component qui est appelé au niveau de index avec le app root. C'est clair? Maintenant, si vous changez ça, si vous changez quelque chose de ça, donc